Le hard case, on a fait un hard case parce que c'était sur la hard music qu'on pouvait avoir un beau show lumière. Vraiment, à la base, c'est parti de la scénographie et des shows lumière et de la décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Monte le son, le podcast de Passion BPM. Aujourd'hui pour cet épisode 1, je reçois Guillaume Vella, fondateur de OnCase, l'organisation qui gère le festival français Hardcase. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien, hein. Ça va nickel, je suis ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui puisque Hardcase c'est dans moins d'un mois, ça approche très vite et il y a beaucoup de gens qui sont très excités à l'idée d'assister à cette édition 2023. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs? Alors moi c'est Guillaume, comme tu m'as présenté tout à l'heure. J'ai 32 ans et je suis fondateur de l'association OnCase qui était à la base une association pour promouvoir la musique électronique dans le sud de la France. Puis petit à petit on a voulu monter nos propres événements et on a commencé par un événement hard. À la base on avait envie de faire plusieurs événements de plusieurs styles, mais au vu de la croissance de cet événement-là, on a préféré se concentrer sur des événements hard. Et l'association, on l'a créée en 2015, donc c'était il y a un petit moment déjà. Et sinon, dans la vie, je travaille professionnellement dans le son et la lumière, donc dans l'événementiel, plus luxe, mariage, soirée privée, gala et production un peu, on va dire, spéciale. Mais voilà, spécialisé dans la technique, donc son, lumière, structure, vidéo, énergie. Génial. Et justement, tu as parlé de OnCase. Comment ça s'est créé votre association? Tu l'as fait avec plusieurs de tes potes, hein, c'est bien ça? C'est ça. Alors en fait, avant j'étais dans une association qui s'appelait Groovenizer, où on faisait des petits événements techno. Et en fait, j'ai croisé un ami d'enfance qui lui aussi travaillait dans le son. Et on s'est rencontrés sur prestation, donc on était vraiment en train de pousser des caisses. Et lui aussi avait pour objectif de monter son association. Donc lui, il avait un sound system, voilà, à l'époque, qui s'appelait l'Entourloupe, enfin qui existe toujours. Et donc lui, c'était plus question teuf, etc. Mais il a toujours été passionné par le son. Et ça se passait pas très bien dans mon autre association parce que ça n'allait pas dans les bonnes directions. Donc on s'est rencontrés et on s'est dit, enfin lui et moi, on voulait créer une association. Lui, il était avec un ami qui s'appelait William. Donc on a ouvert l'association à la base avec William, Paul et moi-même. Et voilà, on voulait développer, refaire des petites soirées, promouvoir les autres soirées. On a fait des fêtes de la musique à Grasse. Voilà. Et on a fait pas mal de podcasts. On avait des DJ, des producteurs. Lui, il a ouvert un studio d'enregistrement, donc il enregistrait des petits groupes de musique, des DJ, il faisait du mastering. Donc voilà, vraiment basé sur la musique plus que sur l'organisation d'événements à la base. Ok, super. Et justement, sur ton équipe aujourd'hui, on voit que chez Hardcase, t'es vachement bien entouré, notamment côté son et lumière, hein, tu l'as dit, c'est ton métier de base, mais tu as une équipe très très solide. C'est notamment là-dessus que vous vous démarquez. Comment tu as réussi à t'entourer de ces personnes-là, au-delà du domaine professionnel, et comment ton équipe elle a grandi? Alors déjà par le travail professionnel, par la passion d'enfance, parce que vraiment déjà avec Paul, quand on était petit, lui il faisait de la guitare et puis c'est marrant parce que son prof de guitare c'était mon oncle, mais je ne le savais même pas. C'est-à-dire qu'un jour j'arrive chez mon oncle et je vois Paul en train de prendre des cours. Donc voilà, vraiment à l'époque c'était rock, musique, tout ça. Et donc on a toujours été là-dedans depuis petit. Avec mon voisin, on bricolait les chaînes hi-fi pour avoir plus d'ampli, pour pouvoir mettre le son plus fort, enfin des soirées avec plus de son. Enfin, vraiment, donc j'avais un cercle de gens déjà passionnés de son et lumière avant même de travailler là-dedans. Et en travaillant là-dedans, bah, j'ai créé encore plus de contacts, plus de relationnels, parce que je faisais des événements de plus en plus gros, donc j'avais besoin de monde, donc j'appelais, je faisais travailler des gens d'Avignon, de Bordeaux, etc. Et le jour où j'ai voulu faire le festival, ben, ces gens-là, automatiquement, ont dit, ah mais super cool, parce qu'on voulait vraiment le hard case, on a fait un hard case parce que c'était sur la hard music qu'on pouvait avoir un beau show lumière. Vraiment, à la base, c'est parti de la scénographie et des shows lumière et de la décoration. C'était même pas pour la musique, ça aurait pu être n'importe quelle autre musique. Mais le hard, moi qui suis passionné de cette musique parce que j'ai vu ça en Hollande, c'est vraiment une musique qui va vraiment avec la scéno et on peut faire un beau show avec parce qu'il y a
il y a cette, je suis pas là pour décrire cette musique qui est indescriptible, hein. Voilà, on peut, sur de la techno, c'est quand même beaucoup plus dur de faire un show lumière et de rentrer avec de la photographie. Donc vraiment, voilà, à la base, on voulait faire un beau show et on s'est dit, on va faire un festival de hard pour pouvoir montrer, pour pouvoir se faire plaisir scénographiquement. Donc vraiment, la base du hardcase, pour te dire, avant même d'avoir fait le nom, on avait déjà dessiné la scène. Voilà, on savait pas, mais on avait déjà fait la scène, les échafaudages, la lumière. Et après, grâce à ces rencontres et ces connexions, par passion de ce show-là, il y a des experts vraiment. Et j'ai rencontré, donc à l'époque, je ne connaissais même pas Albéric avant le hardcasein. Donc Albéric, maintenant, qui est notre pupitreur, qui est notre directeur technique, qui c'est un tueur. Il a évolué énormément depuis qu'il est dans l'assaut. Déjà, il était au tout début qu'il est arrivé, il était bon. Mais là, il a appris, et le fait de faire des grosses choses comme ça nous permet même nous-mêmes d'apprendre et de pouvoir faire des choses encore plus grandes et de pouvoir corriger nos erreurs. C'est vraiment pour ça qu'on a monté le festival. Et donc les gens, par passion, ils adorent, ils ont envie de venir travailler sur le montage. Donc ils viennent de toute la France et c'est des professionnels, hein. Donc chacun apprend de l'autre et puis et l'équipe, elle est bien parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de j'étais là avant et moi je suis plus âgé, je connais plus de choses que toi. C'est non, il y en a qui vont donner des astuces aux autres, d'autres qui vont donner des astuces aux uns des autres. Tout le monde apprend et c'est comme ça qu'on arrive à monter des beaux décors et que ça marche. Génial. Donc effectivement, cet aspect scénographie, c'est une des grosses caractéristiques fortes de Hardcase. Qu'est-ce qui, selon toi, vous différencie des autres festivals? Nous, on apporte beaucoup d'intérêt sur la qualité du show, la qualité de l'événement en lui-même et la gestion du public aussi, qui pour nous sont les trois éléments primordiaux. Alors beaucoup pensent que c'est le line-up. Les artistes se ressemblent plus ou moins. Il y en a en fait, les artistes correspondent à des gens. On peut pas dire qu'on aime plus ou moins un artiste ou qu'un artiste est plus ou moins bon parce que ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Donc faire un line-up quand même c'est compliqué et c'est dur de juger un festival par son line-up parce qu'en fait c'est par rapport à ses goûts personnels, donc ça reste voilà, on ne peut pas dire qu'un festival est bon ou pas bon si le line-up nous plaît ou pas. Par contre concernant la scénographie, la qualité du son qui pour nous est très importante et la gestion du public, donc les flux des personnes, que ce soit au bar, que ce soit au vestiaire, que ce soit aux toilettes, pour nous c'était très important. Moi vraiment j'ai vu la différence après les festivals, donc j'ai commencé un peu comme tout le Mhm. monde à faire des petites soirées, des festivals en France. Et quand je suis allé en Belgique et en Hollande, j'ai halluciné complètement et je me suis dit mais pourquoi en France on se marche dessus, on fait 3 heures de queue pour avoir une bière, c'est 2 heures, faut passer par un cashless qui marchait pas très bien à l'époque. Clairement, c'était un enfer. Et quand je suis arrivé en Hollande et que j'ai vu des tokens qui avaient pas de queue, que le merchandising, comment c'était organisé, donc c'est des trucs tout bêtes, mais faire les précommandes, t'es dans la queue du merchandising et t'as déjà une carte avec des numéros, tu choisis ton t-shirt et quand t'arrives, t'as plus qu'à dire voilà, je veux le 1 en XL. Il y a pas de oui, lui, voilà. Idem pour les tokens, le fait de faire des barrettes de 10. On arrive au bar et ben on vendait uniquement ça, c'était sur le What the Case. On vendait uniquement des barrettes. Du coup, il n'y avait pas de queue parce qu'il n'y avait pas de monnaie à rendre. Voilà, c'était 10 euros par 10 euros par 10 euros. Tout est inspiré de la Hollande et la Belgique, hein, clairement. Hein, c'est pas, on va dire de la copie, oui. Mais voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, pareil, j'ai été submergé par le show parce que pour moi, beaucoup, quand on rentre dans un festival, on ne vient pas juste voir un artiste qui joue, l'ensemble du festival qui crée une atmosphère et on se sent voyager vers quelque chose. Écouter un artiste, c'est bien sur sa chaîne IFI, dans son canapé, dans ses AirPods, ça c'est voilà. Mais voir un artiste performer avec tout l'ensemble avec avec tout le reste autour de lui qui est synchronisé, que ce soit le public, la scénographie, le son, la lumière, Mm. ça crée quelque chose qui est unique et on va en festival pour ça. Voilà. Voilà, pour l'expérience. C'est pas pour critiquer les autres événements ou quoi que ce soit, hein. Et vraiment, je trouve ça triste quand je paye un ticket pour aller voir un DJ et que je me retrouve devant un meuble DJ avec du son, ok, mais quatre lumières qui se battent en duel et il y a pas, il y a pas de, il y a pas de magie, il y a pas de, enfin voilà, c'est un peu comme, c'est voilà, c'est aller à Disneyland quoi. Mm. C'est et clairement ça, il faut aller en Belgique et en Hollande pour le comprendre. Et pareil, que ce soit donc, de petit à l'époque c'était le rock, mais quand j'allais sur les concerts de mon oncle et tout ça, j'étais tout le temps là à remettre de la lumière, remettre de la déco.
Je prends Rammstein en exemple. Le show de Rammstein, il est énorme et on ne se déplace pas juste pour écouter les sons, on se déplace pour le show et quand on Ouais. va voir un concert de Rammstein, voilà, il y a des flammes, il y a de la scénographie, il y a de la mise en scène et vraiment ça c'est quelque chose qui pour moi doit s'associer à la musique, que ce soit des artistes de cirque, des performeurs et je trouve qu'il n'y a pas de c'est de l'art, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite et je trouve que d'associer ces différents types d'art ensemble, ça crée quelque chose d'explosif, voilà. Clairement, par exemple, les feux d'artifice sur Defcon, l'artifice c'est un art. Mélanger l'artifice avec de la lumière et avec de la musique, et de la déco, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, et ça crée un truc encore. Et on vit du coup la musique d'une autre façon. La façon dont le promoteur l'organisateur veut l'apporter. Si par exemple le promoteur il aime bien que ce soit dark, il fait de la soirée techno, il va faire ça dans des caves un peu bien dark, avec pas trop de lumière, il va créer une ambiance et il va dire voilà, moi j'aimerais que quand vous écoutiez de la techno, vous ressentiez cette émotion-là. Et je crée et moi j'ai voulu voilà quand les gens écoutent de la musique, j'ai envie que les gens ils se retrouvent dans cet univers-là. Ce qui est très important pour nous, c'est cette scénographie et donc c'est pour ça que si vous avez suivi depuis le début des premières éditions, on a une histoire avec un scénario que les festivaliers ils prennent, ils jouent un rôle lors du festival. Donc ça pareil, petit, je rêvais d'être réalisateur de films. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Et le fait de pouvoir mélanger aussi les scénarios et les films et les histoires, etc. avec, c'était parfait quoi. C'était parfait. Donc une affiche qui représente la scène, l'histoire qui va durer pendant l'événement, les DJ qui jouent des actes de cette histoire, les festivaliers qui sont là-dessus, et puis voilà, on ne vient pas juste écouter des DJ, c'est comme je dis, on participe à une expérience. Merci Guillaume de nous avoir fait cette présentation de Hardcase d'un point de vue un petit peu global. On est revenu sur son histoire, sur ce qui en faisait les particularités, et on va se retrouver tout de suite dans une deuxième partie pour faire un focus sur l'édition 2023. Hardcase. On est de retour avec Guillaume pour cette deuxième partie consacrée à l'édition 2023 du Hardcase Festival. Très très belle line-up, quasiment tout le monde en a parlé, la carte est magnifique. Comment vous avez sélectionné ces artistes? Alors cette line-up c'est marrant parce que en fait le problème c'est qu'on m'appelle last minute. Voilà. Encore tout à l'heure j'étais au téléphone avec le fournisseur, notre fournisseur de merch, que je fais un petit coucou à Nico. Moi je suis le spécialiste d'être toujours en retard, soit pour arriver au bureau, au rendez-vous ou n'importe où, je suis en retard. Et même pour faire des événements, ben, je suis en retard. Et donc, et donc au niveau du line-up, je m'y suis pris tard, donc c'est marrant. Et au final, quand j'ai voulu faire le line-up que je souhaitais faire, et ben, je me suis retrouvé avec des événements en face qui avaient pris déjà pas mal de noms. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire comme on fait généralement, de faire des noms qui marchent, on va aller chercher des artistes qui font plaisir, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont certes certains plus chers, d'autres moins connus, d'autres plus prestigieux, d'autres un peu plus rares. Et on a essayé de combiner ça pour avoir un line-up quand même de qualité et rare en France. Et on s'est dit c'est une cinquième édition, donc ça fait un peu une date anniversaire. Donc on va aller chercher des artistes, on va dire anniversaires, qui ont marqué l'histoire en fait de la hard music, que ce soit en hardstyle, que ce soit en hardcore. Donc on est parti là-dessus et on a mélangé bien sûr avec des artistes quand même euh, qui sont pas tellement, enfin, on appelle ça du moment, mais par exemple, quand je prends l'exemple de Rébellion, ils étaient venus jouer au Hardcase 1 en 2018. Et là, bien sûr, c'est en pleine explosion. Aussi, donc, c'est par rapport à cette line-up-là. Alors, on est beaucoup à travailler sur la line-up, à proposer des idées, tous les gens de l'asso. Donc, il faut savoir quand même que dans l'association, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute de l'art musique, hein. Donc, au sein du bureau, on est 3-4 max, je crois, à écouter ça. Et donc, du coup, le line-up, on le fait ça un petit peu entre nous, on va dire. Vraiment, j'avais des artistes, on avait fait venir The Viper, puis moi, j'ai toujours adoré les sons de Neophyte et The Viper. Et je me suis dit, si on arrive à faire un live, si on arrive à faire un versus les deux ensemble, c'est magnifique. Donc ça, vraiment, c'est le set que j'attends le plus. Ensuite, Noise Controller, eh bien, parce que mon premier climax, c'était 2014. Et clairement, je m'en souviendrai toute ma vie, mais cet anthem, c'était n'importe quoi.
Et donc, pour moi, faire venir un noise controller en France sur un hard case, ça me touche beaucoup. Voilà, c'est très important pour moi. Pour moi, pour mes deux gros coups de cœur, Ista, elle avait sa place chez nous parce qu'elle est vraiment en train d'exploser, que c'est une petite française. Donc voilà, Soul Blast, il nous suit, on est ensemble depuis le début. Il est venu mixer à notre première hard case off à Antibes. Et depuis, il explose. Donc, Soul Blast, chez nous, c'est voilà, on a grandi ensemble, donc il fait partie de l'histoire. Et puis après, on nous a beaucoup demandé du up tempo. Alors pareil, le up tempo de maintenant, bon, on s'est dit bah cryogénique quand même, c'est quelque chose au niveau du up tempo. On allait chercher quelque chose de quali, on va dire. Et justement, sur le point de la line-up, cette année, il s'est passé quelque chose de très très beau. C'est que vous avez vendu plus de 700 billets sans même annoncer cette line-up-là. Est-ce que pour toi, ça veut dire que Hardcase a passé un cap? Pour nous, ça a été un pari réussi, c'est-à-dire que vraiment le but, comme on en a discuté dans la première partie, c'est qu'on se déplace au festival pour l'événement, pour ce qu'il est, dans sa globalité. Et donc vendre 700 tickets sans annoncer un line-up, eh ben on peut dire qu'on a réussi. Les gens se déplacent pour l'événement, pour le hardcase et pas pour les artistes. Bien sûr, ils se déplacent aussi pour les artistes, mais comment dire, ils savent que de toute façon, ils vont passer un bon moment, ils vont passer une bonne soirée. Et ça nous a fait plaisir, ça nous a touché. Surtout que normalement, on fait des early tickets. Généralement, les early, on en fait 500. Généralement, une fois que les early ils sont complets, ça se calme. Et ben là, ça s'est pas arrêté, quoi. Ça s'est pas arrêté. Et on a mis un peu de temps, du coup, à finaliser le line-up. Donc, on reculait, on reculait. Je crois qu'on a 700, c'est un chiffre que j'avais annoncé moi. Je crois qu'on était plutôt autour des 800, 850, vraiment avant la toute première annonce. Vraiment, on était surpris. Après, voilà, hein, au niveau des tickets, on est toujours sur la même, on est sur une courbe un petit peu plus haute que sur 2020, parce que 2022, on ne le compte pas, hein. Un peu plus haute que sur 2020 et 2019, donc ça nous fait plaisir. Mais on reste quand même sur une courbe qui ressemble à celle des autres années. Donc voilà, c'est quand même bien. On est un peu plus haut que les autres années. Mais on va avoir, je pense, autour des 4000 personnes, entre 3005 et 4000 personnes, comme on faisait en 2019 et 2020. Eh ben, ça va être une super fête. Justement, le thème de la soirée cette année, c'est Underworld. Comment vous l'avez choisi avec ton équipe? Eh bien, en fait, à chaque fois, on suit l'histoire qu'on écrit. Et c'est vraiment au fil. Enfin, quand on fait l'histoire, on n'a pas d'idée de fin, mais après, ça vient tout seul. On est assez créatif dans l'équipe. Et donc, le premier, donc 2018, on avait la forteresse d'Arquez, le château. Et les festivaliers, en fait, ils représentaient l'armée qui attaquait le château et les DJ, ils défendaient le château. Et donc, il y avait ça. Et ouais, vraiment, il y a des images. J'avais commandé des fléaux gonflables en Chine. Et puis, à un moment donné, on a jeté ça dans la foule. Et vraiment, on avait les festivaliers avec les fléaux en l'air et tout, avec les flammes et tout. On était à la guerre, quoi. On était au Moyen-Âge, on y était, quoi. C'était vraiment génial. Et puis après, du coup, on savait plus trop. Après la libération de la princesse, on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On était un truc classique. Du coup, on est parti dans l'espace. Donc, les festivaliers, ils embarquent à bord d'un vaisseau. Et c'est là vraiment que ça commence vraiment à se suivre. Donc, les festivaliers ils partent dans l'espace, ils traversent l'univers. Et en fait, le vaisseau dans lequel ils sont, il se crache sur une planète. Et en fait, il se crache dans la jungle. Dans une jungle. Et là, donc là, quand ils sortent du vaisseau, ils se retrouvent devant un temple. Enfin, ils traversent la jungle. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans la jungle, ils se retrouvent au pied de ce temple. Donc, le temple The Lost Jungle. Ils rentrent à la fin de l'édition, ils rentrent dans le temple. Donc là, on est en 2020. Et en fait, là, il y a eu le Covid. Et du coup, on s'est dit, ben, en fait, les festivaliers rentrent dans le temple et le temple, en fait, il s'effondre sur eux. Donc les prisonniers, ils se retrouvent prisonniers de ce temple. Ils se retrouvent enfermés pendant 2 ans. Et quand on a pu faire une nouvelle édition, on s'est dit, ben, en fait, ça, on va l'appeler Release the Force parce qu'en fait, les festivaliers au fond de ce temple écroulé, ils voient une lueur. Et en fait, cette lueur, c'était la force, l'énergie qu'on retrouve en festival, qu'on retrouve avec les gens autour de nous. Et du coup, ça a été vraiment, voilà, les festivaliers ils voient une lueur, ils approchent, et donc voilà pourquoi on avait fait un espèce de cristaux violets dans une grotte qui générait une énergie. Je
sais pas si vous avez vu, on avait fait un jeu de lumière, vraiment, qu'on avait une grosse puissance de lumière qui sortait du centre de ce cristaux qu'on avait réalisé sur la scénographie. Donc vraiment, voilà, c'était cette release de force. Et là, en fait, on s'est retrouvé bloqué. On s'est dit, ben voilà, la force, elle est libérée, l'énergie, elle est récupérée, les festivaliers sont de retour, les festivals sont de retour. On s'est dit, ben voilà, il y avait un espèce d'anneau avec cette force. Et en fait, quand cette force a été libérée, ça a créé un espèce de puissance. Et en fait, il y a de l'eau qui est sortie. On s'est dit, voilà, il y a de l'eau qui sort par ce cristaux, enfin par là où tenait le cristaux. Et en fait, cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'en fait, au moment de ça réveille la force, mais ils sont toujours bloqués dans la grotte, les festivaliers. Voilà, façon de dire. Donc du coup, on s'est dit, cette eau, en fait, elle va pousser. C'est très dur à imaginer, mais moi je l'ai dans ma tête, mais ça pousse les festivaliers à l'extérieur de cette grotte. Donc ça les refait sortir grâce à la pression de cette eau. Et donc du coup, on s'est dit, mais ils vont sortir où? Ils vont ressortir dans la jungle? Non, et ben en fait, ça les fait ressortir dans un autre lieu. Ils se retrouvent sous l'eau, mais en fait, c'est pas sous l'eau. Il y a des gens dans l'association qui voulaient vraiment faire quelque chose de sous l'eau, sous l'eau. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, ce que j'aime bien, c'est que ce soit intemporel, enfin, on peut pas dire où on est, on peut pas dire quand on est. On se retrouve dans The Underworld. Donc c'est pour ça que l'affiche, on est sous l'eau, mais en même temps, on est sous la terre. Et en même temps, on est une ville futuriste, mais avec des ruines antiques. Voilà. Donc comme ça, au moins, on est dans quelque chose qui nous appartient à Hardcase. On n'a pas fait voilà, comme les jungles, ça existe déjà. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ça ressemble à Atlantide, etc., etc. Oui, tout ressemble à tout ici de nos jours, mais voilà, le but vraiment, c'était de se retrouver dans un monde nouveau après la libération de cette force. Voilà, après s'être craché, après avoir voyagé dans l'espace, après avoir vu la jungle, après être prisonnier, après ils se retrouvent encore dans un nouveau monde qui est le monde d'en dessous. Donc on a mélangé nos idées, les gens ils voulaient être sous l'eau, nous on voulait être ailleurs. Donc voilà pour l'histoire de The Underworld. On va envoyer le podcast à Universal, tu vas pouvoir réaliser ton rêve, Guillaume. Alors vraiment on en rigole mais on en discute. Je pense que quand je serai vieux, soit je ferai un livre, selon combien d'éditions part, soit j'écrirai un livre sur l'histoire vraiment du hardcaser. Et si les moyens, si l'envie, si l'assaut, si voilà, avec des si on fait le monde, mais pourquoi pas faire un petit film vraiment sur l'histoire du hardcaser, quoi. Ça serait vraiment mon rêve. Mais voilà, mais là pour le moment j'ai déjà assez de travail comme ça, mais pourquoi pas, le jour où j'aurai un peu de temps, d'écrire, de reprendre les histoires des éditions du Hardcase et en faire un livre et un petit film, quoi. Ça serait vraiment top. Ok, top. On va pouvoir passer aux questions du public qu'on nous a envoyées via Instagram. Alors la première, cette année, l'Anthem Maker, ce sera Empira. Comment vous l'avez choisi? On a toujours voulu avoir des anthèmes au Hardcase. Et au début, on avait demandé aux artistes hollandais, etc. Puis on s'est dit, mais en fait, c'est un peu nul. On a des artistes français, il faut qu'on les mette en avant. Il faut dire que mettre des artistes français en avant, c'est compliqué en tant qu'organisateur parce que c'est très dur de faire venir des gens, déjà, premièrement, au niveau de la communauté. Et les artistes français, malgré qu'on les met en avant, c'est quand même compliqué de remplir des zéniths avec de l'artiste français. Donc, on avait la petite salle à Toulon, donc qui était quand même plus raisonnable et c'était assez facile de pouvoir mettre de l'artiste français là-dedans. Même une année, on avait fait une French stage avec uniquement des artistes français dans cette salle. Et là, le fait qu'on ait qu'une seule scène, on s'est dit quel est le meilleur moyen de mettre en avant des artistes français, c'est de pouvoir leur offrir la chance de faire un anthem, de pouvoir le sortir, de pouvoir le jouer et surtout d'avoir un show en thème en plein milieu, donc au moment où la soirée bat son plein, d'avoir un show à ce moment-là. On l'avait déjà fait avec Brutality en 2020. Il l'avait malheureusement pas joué sur la grande scène, mais parce qu'il jouait sur la petite scène, mais on lui avait fait un show de l'anthème sur le main stage. Et là, en 2022, on avait eu Damien Arca. Et là, on avait sélectionné en fait Impira pour faire du hardstyle, donc en tant qu'artiste français. Et on s'est dit bah, que c'était obligatoire que ce soit Impira qui fasse l'anthème. D'ailleurs, Empira, que je félicite énormément pour son niveau de production, clairement. On a ça aussi, c'est pas triste, mais malheureusement, le hard, c'est culture en Hollande. Donc là-bas, c'est assez facile de grandir. Et même les artistes français, que ce soit Soul Blast, que ce soit Ista, vont en Hollande pour décoller et pour grandir. Parce qu'en France, malheureusement,
bah, tu n'y arrives pas. Hein. C'est pas avec nos hard cases et nos. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de promouvoir et même l'industrie de la musique en France, c'est très dur. Donc, voilà. Et je suis vraiment impressionné par la qualité de production des artistes français en général, quand même. Tout particulièrement Empira, qui est quand même très très bon dans ce qu'il fait. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Donc, ça me fait très plaisir. En plus, on l'avait déjà fait venir au What the Case, où il avait fait, donc le What the Case, on avait fait une French Hour. Donc, c'est des artistes français. Et j'avais demandé de remixer des sons, en fait. C'était ça le principe de la French Hour, avec des sons français connus sur du hard pour vraiment, voilà, ce soit comme en Hollande quand ils chantent dans les bars avec les shops de bière, etc. J'avais envie de mettre ça en valeur. Et Empira avait fait un travail assez incroyable au niveau de ses remixes. Sous Blast aussi, c'était, enfin, tout ça avait très très bien travaillé. Mais j'ai des souvenirs, ouais, sous Blast avec Edith Piaf et tout, c'était très sympa. Et voilà, je trouve qu'il a sa place au hard case et au vu de son enfin, au vu de son travail dans la hard music, c'était un choix de booking assez intéressant. Et justement, ce morceau avec Edith Piaf, donc il y avait Soul Blast et aussi Messouille durant cette French Hour, a été release cette année. On vous invite à aller l'écouter et on passe le bonjour au quatrième membre qui faisait partie de la French Hour, c'était Pulsars, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, sur la question suivante du public, cette année, et d'ailleurs c'était aussi le cas l'année dernière, l'événement se tiendra en journée. Est-ce que c'est un choix motivé de votre part? Est-ce qu'il y a eu une concertation en interne? Pourquoi être passé d'un événement de nuit à un événement en journée du coup? Premièrement, parce que on se fait vieux, clairement, on est fatigué. Et c'est très dur de faire un travail de qualité à 4 heures du matin quand on s'est fait une journée de montage et qu'on ait tout le stress, toute la pression, que ce soit pour les équipes de production, que ce soit pour les agents de sécurité, que ce soit pour les softeurs, que ce soit pour les infirmiers, les médecins, tous ces gens qui travaillent très 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 dur derrière, qu'on met jamais en avant. Euh, c'est les équipes du Zénith, les équipes de nettoyage. Il faut savoir que quand on ferme une soirée à 5 ou 6 heures du matin, ben, on a tous tiré dessus. Puis après, il faut encore démonter. Et puis voilà. Et puis du coup, puis après, il faut prendre la route. Et on s'est dit que dans une salle, de toute façon, il fait nuit. Donc, nous, on aime bien le show lumière. Il fait nuit. Donc, on n'a aucune raison de ne pas faire ça l'après-midi. Alors, en Hollande et en Belgique, la plupart des événements se terminent autour des 1 heure ou 2 heures du matin. À part, on a Climax, on a Thunderdome, Master of Hardcore, mais on prend tous les outdoors, ils finissent assez tôt quand même. Donc on s'est dit pourquoi pas faire ça l'après-midi. Donc on avait déjà l'expérience du What the Case, et en fait vraiment le What the Case à minuit, quand on a fini, on s'est dit quoi? C'est fini? On est bien là? Et là tout va bien? Et on s'est dit mais le hard case en fait on va faire pareil. C'est tellement plus facile. Et au final les festivaliers étaient heureux, et puis ils peuvent profiter de leur dimanche parce qu'ils rentrent pas chez eux à 7 heures du matin. Mais comme ça, voilà, ils rentrent chez eux, il est 1 heure du matin, ils se couchent, au pire ils se lèvent à 10 heures, ils peuvent profiter de leur dimanche. Donc, ou aller en after pour les plus déterminés, bien évidemment. Et pareil, les retours en bus, beaucoup moins dangereux, beaucoup moins fatigants, beaucoup moins de nuisances sonores aussi. À Toulon, on a eu des petits soucis parce que quand il y a 3000 festivaliers à 4 heures du matin qui sortent en plein centre-ville de Toulon, je peux vous dire que le lendemain, vous avez des coups de fil hein, de la mairie, de la police. Oui, hein. Voilà, je profite de ça pour passer un petit mot aux festivaliers, aux auditeurs. Le festival, c'est vous. Voilà, sachez que si le Hardcase est là, c'est beaucoup grâce à vous. Donc, quand vous sortez du lieu, quand vous êtes sur les parkings, quand vous êtes sur les alentours, respectez. Vraiment, on a eu la mauvaise expérience à Toulon. Malheureusement, voilà, on ne peut pas. Donc, du coup, l'événement de l'après-midi, c'est beaucoup plus sain. Il y a beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins d'évacuations. Parce que ça, je vais en parler, mais faites attention. Vraiment, faites attention à vous quand vous venez au festival. C'est pour la musique, c'est pour la fête. Quand vous avez une journée de travail dans les pattes, puisque vous avez fait 4 heures, 5 heures de route. Si en plus de ça, vous buvez de l'alcool,
un peu plus que ce qu'il en faudrait, plus vous prenez des choses qu'il ne faudrait pas prendre. Malheureusement, il y a des accidents et il y a des gens derrière qui sont là pour vous sauver la vie, mais si on peut éviter de vous sauver la vie, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, faites attention aux stupéfiants, faites attention à vos amis, faites attention à ce que vous buvez, faites attention à vos verres, faites attention à vous, clairement, pour vous, votre entourage, vos proches, la famille, et vos amis, le festival, les organisateurs et tout ça. Merci pour ce message qui est très important. Et voilà, on vous invite à fêter bien et avec prudence. Donc, cette année, tu l'as dit, le festival terminera à minuit. 1 heure. Est-ce qu'il y a un after? Une heure, pardon. Ouais, l'année dernière, pardon, on a fini à minuit, là on décale d'1 heure. Et ben voilà la nouveauté. Voilà la nouveauté. Oui, alors la nouveauté, oui, parce qu'il y a eu, on a eu sur les réseaux, oui, c'est un festival up-tempo. On a rajouté 1 heure de show, voilà. Et du coup, ça nous a permis de rajouter un set de hardcore en plus des autres années. Euh, voilà, donc ça c'est la petite surprise. On a rallongé un peu le festival. Et en parlant de rallonger le festival, est-ce qu'il y a une after officielle qui est prévue? Pour le moment, non. On devait, puis on a pu, puis on s'est dit oui, puis on s'est dit non, puis on avait une salle, puis on avait plus de salle. Puis là, je crois qu'on est en train de chercher un autre lieu, quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et au final, les afters, c'est quand même source de, en tant qu'organisateur, c'est plus source de problèmes que d'autres choses. Voilà. Qui est très clair. Et pour notre toute dernière question, je pense que c'est une des plus intéressantes qui a été posée par le public. Si on essaye un peu de se projeter, à ton avis, à quoi ressemblera Hardcase dans 5 ans? Alors, je vais vous avouer quelque chose. Je suis très fatigué. Clairement, je suis très fatigué. Et cette année, je me suis dit, c'est la 5e, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Est-ce qu'on continue en France? Est-ce qu'on continue à l'étranger? Est-ce qu'on fait un autre format? Est-ce qu'on fait le What the Case? Et vraiment, au vu des équipes et de la motivation de tout le monde, on va s'orienter sur quelque chose, sur un format. On va essayer de se centrer dans la France pour essayer d'avoir plus de monde. Parce que malheureusement, dans le Sud, c'est très compliqué. Voilà. Que ce soit tous les autres organisateurs, que ce soit les festivaliers, tout le monde le dit. Donc, un Arcade plus au centre de France, pas dans le Nord, et un Arcade en Hollande. Voilà, c'est comme, c'est un peu comme tout. Attention, hein, le hard case Hollande ne remplacera pas, c'est-à-dire on n'annulera pas le hard case français. Clairement, si on veut que le festival puisse rester en vie, il va falloir qu'on trouve une solution financière et donc il va falloir qu'on aille, je pense, faire des éditions en Hollande parce que là-bas il y a le public et je pense que les finances là-haut, c'est quand même, attention, hein, je dis pas que c'est simple, hein, c'est plus compliqué, mais il y a quand même un plus grand nombre de festivaliers et j'espère que que le festival hollandais permettra d'avoir les fonds de continuer cet événement français. Mais clairement, j'étais en pleine réflexion parce que c'est très dur. On dirait pas comme ça. On fait des beaux shows, on fait des belles scènes, on fait voilà. Mais c'est un événement. Bon là, on a essayé d'augmenter encore un peu le prix du ticket. Mais si on veut garder cette qualité d'événement en France, toute l'équipe se donne énormément de mal. C'est-à-dire que déjà on est tous bénévoles, mais on passe des heures de travail bénévole. On a beaucoup de partenaires au niveau du matériel, au niveau des etc. On a les agences de booking, pareil. Il faut vraiment qu'on travaille les négociations, les avions et tout. On négocie le moindre centime pour que l'événement reste en vie et c'est très très fatigant. C'est très fatigant de toujours courir après les finances parce que du coup, nous qui sommes une asso très créative, c'est très dur pour nous d'avoir ce temps. Enfin, au lieu de prendre notre temps à faire de la création et à vous faire un beau show, on passe notre temps à essayer de trouver des façons d'économiser de l'argent ou d'en gagner ailleurs ou voilà pour la survie du festival. Donc, je pense qu'une édition hollandaise pourrait permettre de garder cette édition française en vie. C'est pas très joyeux ce que je dis, mais c'est la triste réalité. Et vraiment, on tient à remercier tous les festivaliers qui se déplacent de toute la France, parce que ça nous touche beaucoup. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, un screen de notre billetterie
où il y a les départements des gens. Il y a des petites coloris par rapport au nombre de gens qui viennent des régions de la France. Et je crois qu'il y a 3 départements, hein, par région, il y a 3 départements où il n'y a pas eu de tickets vendus. Tout le reste, il y a des gens qui viennent de toute la France, donc ça nous touche énormément. On se dit que si on déplace le festival un peu plus au centre, peut-être que les gens se déplaceront. Et on remercie les festivaliers parce que le billet d'entrée n'est pas donné par rapport aux premières éditions et les gens viennent quand même. Donc ça, on avait eu peur quand on a augmenté le billet d'entrée, mais on s'est dit si on veut garder ce show, cette qualité, malheureusement on est obligé. Au niveau du merchandising, on est très très touché parce qu'on a une belle vente de merchandising. Donc merci beaucoup à vous de nous supporter en achetant du merchandising. Il y a des gens, c'est incroyable, ils dépensent des 300-400 euros, ils achètent le pull, le sweat, la casquette pour sa sœur, son fils. Ça nous touche beaucoup. C'est ça qui permet d'avoir le festival debout. Et on a aussi des full support tickets. Ça aussi, qu'on a mis en place pour les gens qui veulent, parce que beaucoup de gens nous demandaient comment on fait un don, comment ci, comment ça pour l'association. Et donc, du coup, au lieu de faire juste un simple don, on a fait des tickets un peu plus chers que les régulars. Et en fait, vous avez un petit cadeau à l'entrée. Donc, bon, pour les habitués, on donne un bracelet, on offre un ticket vestiaire et vous passez dans la queue. Bon, avant, il y avait un VIP, mais là, on l'a enlevé. Vous, vous passez en priorité, ça évitait de faire la queue avec tout le monde. Donc pour nous, c'est un service voilà, qui nous coûte pas forcément de l'argent. Et du coup, le don de ce plus était nous est très important. Et on est très surpris parce qu'on vend du full support. Alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est quand il n'y a même pas de line-up, qu'elle est early et que les gens, ils achètent 10 full support. Ça fait très plaisir. Et bah, c'est une note super positive pour conclure ce podcast. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, Guillaume, tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Le mot, c'est n'ayez pas peur de partager cette musique avec des gens que vous pensez qui n'apprécieraient pas ou qui n'écouteraient pas. Proposez-leur de venir vivre l'expérience du Hardcase. J'ai été très très surpris. Donc moi, en tant que créateur, quand j'ai fait ce festival, du regard des autres qui n'écoutent pas cette musique, parce que c'est très cliché quand même, c'est les drogues, ça fait bam bam bam, enfin, vous connaissez un peu l'histoire quoi. Et j'ai emmené des gens de mon travail qui sont assez stricts, ordonnés, qui n'écoutent pas du tout ce style de musique. J'ai emmené mes parents, j'ai emmené mes sœurs, j'ai emmené des gens vraiment de tout, qui n'écoutaient pas ça et qui avaient quand même cette image. Ils ont découvert ça, ils ont dit voilà, Guillaume, clairement cette musique on n'aime pas forcément. Mais avec le show, avec la scénographie et avec la puissance du public, l'énergie générée par ce public en furie et qui tout le monde chante, on n'a jamais vu ça nulle part. Tous les festivals, les concerts, on n'a jamais vu autant de monde à fond. Et c'est ça qui crée la magie. Et ces gens-là, maintenant, ils écoutent du hard music, ils écoutent de la hard music. Donc voilà, si j'avais un mot à partager cette musique autour de vous, n'ayez pas peur, vraiment partager cette musique parce que cette musique, je dis pas ça pour que les gens ils viennent au Hardcase et qu'on vende plus de tickets, hein. Clairement, cette musique, elle sauve des vies. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont tombées en dépression, qui ont revu le jour, qui ont gardé cette énergie de vie dans les moments difficiles grâce à cette musique qui est très joyeuse, qui est très porteuse, qui peut nous amener loin, surtout le hardstyle. Donc clairement, voilà, c'est une musique good vibes pour moi, qui rassemble les gens, qui crée une énergie. Et n'ayez pas peur de partager cette musique autour de vous. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, partagez la hard music, faites découvrir ça à vos proches, amenez-les en Hollande, amenez-les à Décibel, faites-leur faire des Dominator. J'ai amené des gens qui écoutent pas ça, je les ai amenés à Dominator, ils ont dit waouh, c'est quoi ce truc. Donc clairement, et ces gens-là, ils ont le smile maintenant. Ils ont le smile et quand ça va pas, ils mettent un peu de hard dans la voiture et boum, le sourire revient direct. Voilà. Partagez cette musique autour de vous et prenez soin de vous. Merci Guillaume de nous avoir partagé tous ces éléments sur Hardcase. On espère que ça vous aura donné envie encore plus de nous rejoindre au Zénith de Montpellier le 11 mars prochain. Et nous, on se retrouve très vite avec un prochain épisode sur Monte le son. Ciao!